Voilà, ça fonctionne. Merci, merci Benoît pour cette invitation. Et moi, je tiens déjà à dire que c'est les échanges avec vous qui sont éclairants pour moi. Toutes les analyses qu'on peut produire depuis nos positions de chercheurs, elles sont rendues possibles justement par tous les échanges qu'on peut avoir avec des militants et militantes syndicaux dans des assemblées comme celle-ci, sur le terrain, dans les entreprises et les administrations. Et c'est pour ça que je prends plaisir à intervenir dans le maximum d'endroits auprès de toutes les organisations syndicales, mais avec un attachement d'autant plus particulier à la FSU, que c'est mon organisation, puisque je suis moi-même syndiqué au SNCS. Alors, les éléments d'introduction que je vais vous présenter aujourd'hui sont donc des éléments un peu de bilan de la séquence qu'on a traversée au premier semestre 2023. Ils sont nourris, donc, comme je le disais, d'échanges avec des syndicalistes. Ils sont aussi en partie consignés dans un petit bouquin, c'est le moment publicitaire, qui vient de paraître, qui s'appelle Le syndicalisme et politique, aux éditions La Dispute. Et voilà, j'essaierai de ramasser ça en 4 grands temps, en essayant de tenir donc la vingtaine de minutes qui m'a été assignée. Le premier point qui me semble important de mentionner sur les caractéristiques du mouvement, c'est le définir comme un mouvement massivement manifestant sur tout le territoire. Déjà, l'ampleur du mouvement quand même qui a réussi à traverser tout le premier semestre 2023 a été quand même une surprise. Il a montré que les syndicats pouvaient appeler les salariés à se mobiliser et être entendus dans cet appel, ce qui n'était pas forcément une évidence à l'origine des appels à mobilisation. Alors, la première chose à dire, il me semble, c'est que les grèves, tout le monde a pu le constater, sont restées modestes, en dehors des journées d'action, à tout le moins, donc dans des possibles dynamiques de reconduction. Alors, on n'a pas pour le moment un état des lieux précis des grèves en 2023, en particulier dans le secteur privé, c'est des données qui sont produites par la statistique publique et ça demande du temps, mais en tout cas, on peut sans grand risque avancer aux constats qui ont été faits dans tout un tas de secteurs de, une massivité relative des grèves pour les journées d'action, mais des retombées assez rapide dès lors qu'on sortait des grands temps impulsés par l'intersyndicale nationale, c'est que ce mouvement, il a plutôt eu tendance à confirmer justement cette tendance lourde au déclin de la conflictualité gréviste. Alors ça remonte à loin, hein. Je rentre pas dans les détails des chiffres, sinon j'aurais pas le temps, mais voilà, ce qui est mesuré par la statistique de la conflictualité sociale, c'est quand même un effondrement très massif de la conflictualité gréviste, évidemment par rapport à ce qu'étaient les luttes sociales dans les années 70, mais y compris si on regarde la courbe des années 90, 2000 et 2010. Alors on a certes les grandes dates de mobilisation comme 2010, 2016 ou 2019 et maintenant sans doute 2023 qui peuvent ressortir comme des pics de conflictualité, mais qui restent malgré tout dans la continuité de la décrue gréviste. Pour le lire très vite, 4000 journées individuelles non travaillées pour 1000 travailleurs en 76, 800 en 95, si on regarde 2010, 320, et si on regarde dernière année dont on dispose des données, 2021, avec pourtant une conflictualité sur les salaires autour de l'inflation, 58 GINT pour 1000 travailleurs. Donc ça vous donne une idée de cette tendance. Bon, les chiffres de la manifestation, ils ont... voilà, c'est pour ça que je disais un mouvement massivement manifestant, parce que les chiffres de manifestants, finalement, ont été massifs, mais finalement assez proches de ceux mesurés lors du mouvement de 2010, qui reste le meilleur point de comparaison, parce qu'il portait déjà, entre autres, sur l'allongement de l'âge de départ en retraite, et il reposait sur une configuration syndicale unitaire. Il s'était lui-même étendu sur plusieurs mois, avec d'ailleurs déjà 14 journées d'action nationale, et en s'en tenant aux chiffres policiers, on pourra débattre des données, mais la protestation en 2023, donc elle a été rythmée à nouveau par 14 journées d'action à l'appel de l'intersyndicale entre le 19 janvier et le 6 juin. 7 parmi ces journées ont dépassé les 750 000 participants et 4 ont dépassé le million de participants. C'était 3 qui avaient dépassé ce seuil en 2010. Et la journée du 31 janvier, avec 1,28 million de participants estimés selon la police, et peut être considérée comme la plus importante manifestation des 30 dernières années. Donc c'est quand même, voilà, ça une caractéristique importante de ce mouvement, c'est qu'en dépit de la faible implication gréviste, il y avait par contre une occupation massive de l'espace public à travers les manifs.
L'autre originalité de la séquence 2023, ça a été son ancrage dans les territoires. Alors, on avait déjà des prémices de ça en 2010, mais ça a été encore plus notable en 2023, avec des centaines de rassemblements organisés jusque dans des petites communes, des villes moyennes, avec parfois l'équivalent de la moitié des habitants qui se retrouvaient dans la rue. C'était le cas à Rodez, à Quimperlé ou à Guéret, parmi d'autres. Et donc ça, évidemment, c'était pas sans faire écho à la mobilisation des Gilets jaunes, qui s'était déjà caractérisée par cette ampleur de la mobilisation dans les territoires, même si la géographie n'est pas totalement la même, avec une présence plus forte des villes de l'Ouest qui renvoie à des enjeux d'implantation de la fonction publique, mais aussi des orientations politiques des différentes communes. Mais en tout cas, ce qu'on peut noter à travers cette présence massive sur tout le territoire, c'est une capacité du mouvement syndical à rassembler dans un même mouvement des fractions assez diverses des classes populaires et du salariat. Quand dans cette rentrée, le débat politique à gauche, par exemple, est très focalisé sur la question de la mise en concurrence de la France des cités et de la France des campagnes. Le mouvement syndical, il a fait la démonstration que pendant ce mouvement des retraites, il était en capacité de mobiliser ces fractions aussi diverses du monde du travail. Et c'est ce qui, à mon avis, autorise à dire que le mouvement syndical, en tout cas dans sa forme unifiée à travers l'intersyndicale, a réussi à se faire porte-parole, sinon partie, entre guillemets, d'un monde du travail qui est de moins en moins représenté en politique. Ça me conduit à mon deuxième point. Un mouvement qui a été un mouvement indissociablement social et politique. Ce mouvement, on le sait, il s'est construit à partir d'un unique mot d'ordre parce que c'était le dénominateur commun entre des organisations qui n'avaient pas forcément les mêmes analyses sur l'avenir souhaitable des systèmes de retraite. Ça a été le refus de la retraite à 64 ans. Mais il a par ailleurs, en dépit de cet unique mot d'ordre, cristallisé une révolte sociale et démocratique beaucoup plus large. Une révolte sociale plus large d'abord. Au-delà de la seule question des retraites, le mouvement il me semble, a mis en forme une colère latente, nourrie par une dégradation du travail devenue inacceptable, d'autant plus inacceptable après la crise sanitaire où on avait mis en avant le rôle essentiel des travailleurs et travailleuses essentiels. Et ces mêmes travailleurs et surtout travailleuses de la deuxième ligne, c'était ceux qui se retrouvaient le plus directement touchés par l'allongement de 2 ans de la vie au travail. Donc là, il y a vraiment une espèce de ras-le-bol par rapport à une dégradation liée aux politiques managériales, aussi bien dans le public que dans le privé, des conditions de travail, mais qui était rendue d'autant plus insoutenable par ce nouveau rapport au travail qui a pu se libérer à l'occasion de la crise sanitaire. Et de ce point de vue-là, la distribution que je mentionnais des mobilisations sur tout le territoire, elle peut être analysée comme un symptôme de cette colère contre la dégradation du travail. Parce que c'est précisément dans les villes plus petites et moyennes où les ouvriers, les employés qui ont à la fois les plus bas salaires et qui sont les plus directement exposés à des tâches physiques pénibles, que ce soit dans les services à la personne ou dans l'industrie, c'est dans ces petites villes que ces fractions du salariat sont surreprésentées. Et c'est dans ces espaces où le travail est d'autant plus pénible que les services publics qui sont censés faciliter le quotidien, de l'école à l'hôpital, de la poste au transport public, sont les plus dégradés. Révolte sociale, je disais, révolte démocratique ensuite. Le mouvement a finalement réussi à exprimer, sinon renforcer, le rejet des élites politiques qui poursuivent la mise en œuvre de l'agenda néolibéral à travers des politiques d'austérité, de privatisation des services publics, des réformes incessantes du droit du travail et de la protection sociale. Donc ils poursuivent cet agenda néolibéral en dépit de protestations massives qui s'expriment depuis quand même le milieu des années 90, que ce soit dans la rue avec les grandes mobilisations dont je ne vais pas vous égrener la liste parce qu'on n'en aura pas fini, mais aussi dans les rues, à la fois avec la sanction systématique des gouvernants sortants, avec le non au traité constitutionnel européen, etc. À cet égard, si la réélection de Macron en 2022 pouvait sembler démentir cette tendance à sortir les sortants, il ne faut pas oublier qu'elle a été rendue possible par le duel qu'il avait de nouveau opposé à Marine Le Pen, renforçant de ce fait la rancœur démocratique de citoyens qui s'étaient une fois de plus résolus à faire barrage à l'extrême droite en 2022. Donc au contraire, cette réélection d'Emmanuel Macron, elle a davantage exacerbé cette espèce de rejet des élites politiques. J'insiste sur cette double dimension sociale et démocratique du mouvement parce qu'elle permet, à mon avis, de comprendre
les formes diverses qu'a prises la mobilisation au fil du temps, et en particulier le passage à ce qui a été assez vite diagnostiqué par notamment les porte-parole de l'intersyndicale, comme le passage d'une crise sociale à une crise politique, à la faveur du recours au 49.3 et de l'accentuation de la répression. Il y a en effet une première séquence qui va en gros de la mi-janvier à la mi-mars 2023 qui s'est caractérisée par le fait que le syndicalisme, incarné avant tout par l'intersyndicale, imprimait seul le rythme et les formes de la mobilisation. La question centrale à ce moment-là, sinon l'unique question, elle était alors sociale, c'était celle du travail, comme je le disais avant, mais à la fois l'intransigeance du gouvernement, autant que on aura peut-être l'occasion d'en reparler, le relatif échec de l'appel à mettre la France à l'arrêt le 7 mars, qui était une espèce d'appel à la grève générale à mots couverts de la part de l'intersyndicale, le fait que les rares secteurs où la grève avait réussi à s'ancrer soient l'objet d'une violente répression, en particulier dans la pétrochimie et la filière des déchets avec les réquisitions. Tout ça a débouché sur une deuxième séquence. À partir de la mi-mars, avec l'annonce du recours au 49.3, le mouvement social s'est de fait développé de façon plus autonome, marqué par la dénonciation du cours autoritaire du régime, marqué aussi par la multiplication de modes d'action plus radicaux, occupant notamment en avril l'espace libéré par des rendez-vous de l'intersyndicale plus espacés. Au cours de cette séquence plus directement politique, la jeunesse scolarisée s'est davantage mobilisée, même si on n'a pas vu surgir la déferlante qu'auraient espéré les syndicats dans un schéma de type CPE. Ça renvoie, à mon avis, à une dégradation très nette du tissu militant dans le monde étudiant-lycéen. Pour le coup, il y a des choses qui pourraient être analogues avec ce qu'on constate dans le monde du travail. Et dans plusieurs grandes villes, des manifestations dites sauvages se sont tenues à un rythme quotidien pendant plusieurs semaines en s'appuyant sur la spontanéité organisée des réseaux sociaux. Et de même, les affrontements avec la police et la répression des protestations ont franchi un cap à ce moment. Dans ce contexte où la question de la crise politique et démocratique montait en puissance, l'intersyndicale a tenté de relayer cette préoccupation. Ça a été d'abord l'idée d'appel à la consultation citoyenne qui a été évoquée dès la journée du 11 mars. Ça a été ensuite la proposition de référendum d'initiative partagée. Mentionner ça permet de souligner un autre aspect du mouvement qui renvoie aussi à ce caractère indissociablement social et politique. C'est le fait que la lutte sociale, la protestation dans la rue et par la grève, elle s'est développée en forte interaction avec la lutte sur le terrain parlementaire. Alors certains diraient en étant peut-être trop alignés sur le calendrier institutionnel, mais le fait est que la configuration politique singulière du second mandat de Macron, qui ne dispose pas de majorité à l'Assemblée, a créé des opportunités nouvelles sur ce terrain. Et imposer des responsabilités nouvelles aussi justement pour tous ceux qui s'opposaient à la réforme. En dépit des tensions entre l'intersyndicale et les groupes d'opposition, en particulier le groupe de la France Insoumise, c'est non seulement une connexion, mais même une interpénétration de ces deux terrains de lutte qui s'est opérée pendant le mouvement. À la fois parce que l'intersyndicale s'est impliqué dans la bataille parlementaire, en prenant position sur la tactique parlementaire à mener, en avançant sur la question du référendum d'initiative partagée, en soutenant ensuite la proposition Lyotte de loi qui abrogeait le passage à 64 ans, mais aussi inversement parce que des parlementaires, et là pour le coup plutôt des parlementaires LFI ou plus largement de la NUPES, se sont impliqués dans la lutte sociale, en étant présents sur les piquets de grève, en étant visibles notamment en visitant les commissariats pour documenter les violences et pour essayer de contenir un peu justement la répression policière. Alors tout ça n'a pas empêché que la lutte échoue, tout du moins sur la question précise des 64 ans, de la réforme des retraites, parce qu'il ne faut bien sûr pas négliger toutes les victoires locales, notamment salariales, qui ont pu être arrachées dans le sillage du mouvement, la plus emblématique, parce qu'il y a eu un effort très net de la CGT pour rendre ça visible, ayant été la lutte des Verts baudets. L'autre victoire, c'est à mon avis la victoire symbolique d'un syndicalisme qui a été fortement relégitimé par le conflit et ce qui s'est notamment manifesté par un frémissement dans les adhésions syndicales, un petit regain d'adhésion qui était là aussi quelque chose qui allait à l'encontre d'une tendance à la reprise de la décrue des effectifs syndicaux. Mais sur l'enjeu clé du conflit, celui sur lequel le mouvement syndical avait engagé une épreuve de force avec le pouvoir, il faut bien le reconnaître, ça a été un échec. Et ça me conduit à mon troisième point, qui est en fait à quel point ce mouvement a été à nouveau un révélateur des contradictions du syndicalisme.
révélateur des contradictions du syndicalisme au sens où il a rappelé à la fois la centralité du mouvement syndical, des forces syndicales, mais aussi les fragilités de ce syndicalisme. Centralité du syndicalisme au sens où il s'agit de la seule force sociale dotée d'une telle capacité de mobilisation. Et quelques années plus tôt, bon, ça avait été un peu déjà démenti par le mouvement de 2019-2020, mais à l'époque des Gilets jaunes notamment, on parlait beaucoup de la fin du syndicalisme, des modes de protestation traditionnels. Bon, ça c'est l'ancienne, ça revient très régulièrement. En réalité, à chaque nouveau mouvement social, on se rappelle que la seule force capable de mettre autant de monde dans la rue, c'est le mouvement syndical. Et cette capacité de mobilisation, elle a été cette fois démultipliée par l'unité intersyndicale qui a permis de mettre en commun des réseaux de mobilisation qui n'étaient pas forcément les mêmes selon les localités, les territoires, les fractions du salariat. L'intersyndicale, elle a par ailleurs démontré sa centralité d'une autre manière en réussissant ce qu'on pourrait appeler comme une sorte de coup de force symbolique. Il faut avoir en tête que le système français de relations professionnelles, la façon dont sont organisés les rapports entre employeurs, État-employeurs et syndicats, il est organisé autour du pluralisme syndical. On est bien placé pour le savoir. Et donc de la compétition électorale entre syndicats, surtout depuis les réformes de la représentativité de 2008 et des accords de Bercy. Et tout ça tend à encourager un syndicalisme de tendance, entre guillemets, qui tend à rattacher implicitement chaque organisation syndicale à une sensibilité politique particulière. Et de ce fait, quand une organisation syndicale essaye de prendre la parole seule, de donner un avis sur des politiques, etc., elle peut toujours être accusée de le faire dans un sens politicien au service de telle ou telle sensibilité. La réussite de l'intersyndicale, ça a été de réussir à parler d'une seule voix en dépit de divergences qui étaient assumées et qui continuaient d'animer les débats internes à l'intersyndicale, et de la sorte de faire exister une voix spécifique du travail qui ne pouvait pas être disqualifiée en étant rabattue sur l'expression de telle ou telle sensibilité politique. Dit autrement, l'intersyndicale s'est imposée comme un acteur politique autonome en n'apparaissant pas politicienne. Et au regard, je l'évoquais déjà tout à l'heure, de la sous-représentation des classes populaires du monde du travail dans les partis politiques, y compris dans les partis de gauche, cette parole, elle acquiert une valeur spéciale parce qu'elle réussit précisément à faire la soudure entre le social et le politique, qui est un des fondements de ce rejet croissant des élites politiques, de ce qu'on appelle la crise de la démocratie représentative, et ce qui nourrit notamment le vote pour l'extrême droite. Pour autant, et c'est la seconde idée, la force du mouvement n'a pas permis de faire plier le pouvoir, et ça révèle selon moi une double limite du syndicalisme à l'heure actuelle. La première limite, qui est inégalement partagée selon les organisations, mais c'est une certaine croyance dans la démocratie sociale, dans l'idée que un État soucieux de l'intérêt général saurait écouter les organisations syndicales ou à tout le moins se résoudre à les entendre si elles haussent un peu la voix. Et ce schéma, il me semble, qui est très fort dans les syndicats, notamment qui s'inscrivent dans le sillage de la CFDT, il correspond plus à la réalité d'un néolibéralisme de plus en plus autoritaire. La seconde limite, elle tient au fait que tous ceux qui auraient souhaité aller plus loin que ce que préconisait l'intersyndicale, c'est-à-dire ne pas s'en tenir à des journées d'action espacées, généraliser les grèves, les inscrire dans la durée en les reconduisant, tout ceux-là n'ont pas réussi à rassembler les moyens de leur politique. Alors certes, la répression a joué fortement, mais il n'empêche, c'est ce que j'évoquais au tout début de mon propos, que les capacités grévistes du mouvement syndical se sont profondément dégradées depuis plusieurs décennies. C'était visible notamment dans la faible affluence aux assemblées générales dans tous les secteurs qui essayaient d'en organiser. Et ça, c'est quand même l'effet de transformations qui sont à la fois sociales, économiques et juridiques aussi, qui ont sapé les collectifs de travail, fragilisé les syndicats et les capacités de résistance collective des travailleurs et des travailleuses. On a donc une capacité de mobilisation qui est toujours forte, mais qui est acculée à la défensive. Sur plusieurs décennies, le pouvoir des syndicats leur a permis de ralentir les réformes libérales, pas de les stopper et encore moins d'inverser la vapeur. On a une capacité du syndicalisme à parler au nom du travail dans sa généralité, alors que des pans entiers du monde du travail sont peu syndiqués et donc peu impliqués directement dans les syndicats. Et on a une capacité de mobilisation qui semble gagner en importance dans l'espace public à travers les manifestations, à mesure que ces forces s'amoindrissent sur les lieux de travail avec la décrue des grèves. Ça, c'est à mon avis les principales contradictions de la situation. Et tout ça me conduit à mon dernier point, qui est en gros comment ce mouvement manifeste une sorte de défi stratégique pour le syndicalisme. Et à mon avis, tirer les enseignements du mouvement de 2023, ça impose de relever un double défi qui est à la fois organisationnel et politique.
Le défi organisationnel au sens où le mouvement syndical doit se doter d'une stratégie de redéploiement dans le monde du travail. Le mouvement syndical, dans sa globalité, a besoin de redéployer ses forces, de développer la syndicalisation pour regagner du pouvoir. Et ça suppose de prendre au sérieux les tâches de syndicalisation, de leur consacrer des ressources suffisantes et pour cela, notamment, de mutualiser des moyens. C'est un enjeu, à mon avis, qui se pose au niveau de chaque organisation, mais c'est peut-être même aussi un enjeu intersyndical que l'intersyndical pourrait se poser en tant que tel. Ce redéploiement dans toutes les franges du monde du travail, il va de pair avec une interrogation nécessaire sur les façons de faire grève aujourd'hui, sur ce qu'est un secteur stratégique ou bloquant, comme on dit, au-delà des bastions industriels qui produisaient les collectifs de travail homogènes et soudés et qui ont fait la puissance du syndicalisme au cours du syndicalisme ouvrier au cours du XXe siècle, mais qui sont aujourd'hui bien affaiblis. Il y a de nombreuses activités qui désormais sont sous-traitées, notamment dans les services aux entreprises et aux collectivités. Je pense à l'informatique, au nettoyage, à la sécurité, qui peuvent avoir des effets bloquants si ces activités étaient suspendues. De même, réfléchir au blocage des flux, comme on en parle souvent, ça suppose de réfléchir non seulement aux flux matériels, il y a eu des blocages de zones d'activité, etc., mais c'est aussi le blocage des flux immatériels qui sont indispensables à la bonne marche des entreprises, des administrations et de l'économie capitaliste. C'est donc non seulement la question de la logistique, mais c'est aussi par exemple la question des data centers. Et puis enfin, dans une société où le secteur de la production industrielle ne représente plus que 13%, pas 13 personnes quand même, 13% des personnes en emploi, penser une stratégie de lutte majoritaire, ça suppose d'accorder une place centrale au secteur de la reproduction sociale, l'enseignement, la santé, le social et le médico-social, les services au ménage, qui représentent plus de 30% des salariés et près d'une femme en emploi sur deux. Voilà, ça c'est les défis un peu organisationnels. Le syndicalisme a aussi besoin, il me semble, d'une stratégie politique. C'est un peu ce que je disais sur cette croyance dans la démocratie sociale. On n'est plus aujourd'hui dans une période où la pression des mouvements sociaux s'exerçait sur et au sein d'un État qui se légitimait comme arbitre de la confrontation entre les intérêts du capital et du travail. Où en gros la puissance publique posait de la sorte des limites au marché. Aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais d'État néolibéral, les priorités de l'action publique, elles sont désormais définies comme le renforcement des logiques de marché, on le voit avec la colonisation du nouveau management public dans les administrations d'État, la réduction des dépenses publiques et du prétendu coût du travail, et tout ça mine structurellement le pouvoir des syndicats, au sens où les revendications syndicales, que ce soit pour les salaires, pour la participation des salariés sur le gouvernement de leur propre travail, ça va à l'encontre de ces orientations qui sont inscrites dans le fonctionnement ordinaire des institutions politiques. Et c'est, à mon avis, ce qui justifie le fait que seule une intervention directe sur le terrain politique, c'est-à-dire à la fois sur les institutions et sur les acteurs qui les incarnent, pourrait permettre au mouvement syndical de reconquérir ce pouvoir structurel dont il a été dépossédé. De ce point de vue-là, alors que, et j'ai quasi terminé, alors que l'intersyndicale n'avait pas survécu à la mobilisation en 2010, la décision de pérenniser ce cadre unitaire et d'entamer un processus d'élaboration revendicative en commun, en dépit de positionnements divergents dans le cadre du dialogue social avec le patronat, est à cet égard un fait significatif. Ça renvoie au changement d'attitude des syndicats du pôle dit réformiste vis-à-vis du pouvoir macroniste, qui a d'ailleurs rendu possible le mouvement de 2023. Face à un pouvoir qui n'était prêt à aucune concession, les syndicats qui tiraient leur légitimité de la participation au dialogue social sont désormais confrontés à l'épuisement de ce modèle. Et cette marginalisation de syndicats disposés au dialogue social, ce n'est pas un fait conjoncturel. Ça s'inscrit dans des transformations structurelles qui réduisent l'espace dévolu à la démocratie sociale, qu'on entende par là aussi bien les instances ad hoc de représentation des travailleurs dans les entreprises ou les administrations que la consultation régulière des syndicats dans la fabrication des politiques publiques. Et donc c'est pourquoi, à mon avis, cet enjeu du renouveau syndical, il concerne les organisations syndicales prises séparément autant que l'intersyndicale ensemble, qui, à mon avis, serait la seule à pouvoir promouvoir un programme minimal pour permettre aux syndicats de se redéployer dans toute la diversité du monde du travail, à commencer par la remise en cause des effets les plus délétères des ordonnances de 2017 et de la loi de transformation de la fonction publique de 2019. C'est d'ailleurs
en partie sur ce chemin-là que s'est engagé l'intersyndicale. Et éventuellement, pour aller plus loin avec d'autres collègues, on a formulé des propositions dans ce sens dans une note pour intérêt général dont je vous reparlerai bien volontiers. Dernier point, en dépit de ces fragilités, il me semble que la création de la NUPES au sortir de la présidentielle de 2022 a ouvert une conjoncture nouvelle qui est marquée par le rassemblement de la gauche autour d'une volonté de rupture résolue avec le néolibéralisme. Mais dans le même temps, cette configuration politique, elle entre en tension avec un champ syndical dans lequel prédomine désormais, derrière la CFDT, ce pôle dit réformiste qui a longtemps accompagné les politiques sociales libérales. Et à mon avis, c'est une question qu'il faut prendre à bras le corps, justement pour penser cette stratégie politique pour le mouvement syndical. Et quand je parle de ça, c'est pour ça que dans mon esprit, c'est une stratégie qui s'adresse à l'ensemble du mouvement syndical et pas seulement à sa frange la plus combative. Il peut être nécessaire de normaliser les relations avec les partis de la NUPES, comme le disait Sophie Binet au lendemain de son élection. Il est, à mon avis, tout aussi nécessaire de pérenniser le cadre de l'intersyndicale qui doit pouvoir continuer de peser dans le débat démocratique en étant cet acteur politique autonome que j'évoquais plus tôt dans mon intervention. Et cet enjeu est à mon avis, d'autant plus brûlant dans un contexte qui est surdéterminé par la menace de l'extrême droite. Je dis ça parce que cette menace-là, elle va, à mon avis, se faire de plus en plus pesante et qui a sans doute un enjeu qu'on a vu poindre un peu pendant le mouvement des retraites, à vouloir opposer un pôle radical, alors là pour le coup un pôle radical qui aurait été politico-syndical, face à un autre pôle qui aurait été une sorte de néo-social-démocratie proto-politique autour du pacte du pouvoir de vivre par exemple. Il me semble qu'il y a de ce point de vue-là des coalitions qui se mettent en place qui mériteraient d'être rassemblées plutôt qu'opposées les unes aux autres. Voilà, je vous remercie.